Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Manifestation contre l'homosexualité. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule à coups de grenades lacrymogènes. 11 manifestants ont été arrêtés et conduits au commissariat de la Médina. Le collectif Non à l'homosexualité exige leur libération. Menaces terroristes à Dakar et à Abidjan. Les États-Unis alertent leurs ressortissants dans les deux capitales. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur appelle au renforcement de la sécurité dans les hôtels sous peine de fermeture. Une déclaration d'Abdoulaye Daouda Diallo qui n'est pas du goût du syndicat du patronat des industries hôtelières du Sénégal. Moustapha Kane estime que la sécurité relève de la compétence de l'État. Affaire I2AF, pas question d'extrader Pape Massata Diack. Ces propos du Premier ministre sont analysés par Maître Hassan Diomandiaï. L'avocat soutient que la convention entre les gouvernements sénégalais et français exclut toute extradition entre les deux pays. Éducation, le Sud-Est dénonce le non-respect des accords signés. Le système de rémunération des agents de la fonction publique, un autre problème qu'il urge de régler. Le syndicat demande la création d'un grand front pour forcer l'État à respecter ses engagements. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Manifestation contre l'homosexualité à la place de l'Obélisque. La foule a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. 11 manifestants ont été arrêtés et conduits au commissariat de la Médina. L'ONG Jamra exige la libération de ces personnes comme l'ont été les 11 présumés homosexuels de Kaolack Pape Farahning que vous entendez avant la fin de cette édition. L'association islamique pour le soufisme condamne l'homosexualité. Selon ses membres, ce phénomène contribue à la dépravation des mœurs. Il demande à l'État de corser les sanctions contre ceux qui veulent promouvoir ce phénomène. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mohamed Niass. Il est interrogé par Adiatala. L'association l'AIS condamne fermement ces actes contre nature parce que ce sont des actes qui ne sont ni en phase avec nos traditions ni en conformité avec l'islam. Et ce n'est pas un phénomène nouveau parce que si on revisite l'histoire, on sait que les gens qui étaient avec le prophète Seydina Lout ont été punis très sévèrement. Donc l'association aussi va dans ce sens et lance un appel solennel aux autorités étatiques dont le rôle est de veiller sur le bien-être de la population, sur la protection surtout de la jeunesse contre certaines dérives sociales, de prendre à bras le corps ce phénomène en établissant, en créant donc des lois qui punissent donc sévèrement ces actes contre nature. Et nous, en tant qu'association pour servir le soufisme, nous proposons comme alternative le soufisme qui est l'excellence dans la foi et dans le comportement. Les États-Unis ont envoyé une note d'alerte à leurs ressortissants qui vivent à Dakar et à Abidjan. Éviter les lieux touristiques et publics. Les services de renseignement américains auraient en leur possession des écoutes téléphoniques mentionnant des attaques terroristes dans ces deux capitales. Source, la radio Futur Média. Le syndicat du patronat des industries hôtelières du Sénégal déplore la sortie du ministre de l'Intérieur exhortant les hôtels à renforcer leur sécurité sous peine de fermeture. De l'avis du secrétaire permanent du syndicat, la gestion de la sécurité relève de la compétence de l'État, même si les populations doivent coopérer. Moustapha Kane est au micro de Atiatala. Au niveau des 745 hôtels que construit le parc hôtelier, aucune entreprise n'est en mesure d'assurer seule sa sécurité. C'est le rôle de l'État de le faire en termes d'accompagnement, dans la prévention, dans la sensibilisation. Maintenant, dans la formation, nous, en tant qu'autorité patronale, n'est-ce pas, de l'activité touristique du syndicat des acteurs du tourisme, nous allons sensibiliser nos membres, les former par rapport, n'est-ce pas, aux réactions qu'elles doivent avoir, n'est-ce pas, face à n'importe quelle menace. Aujourd'hui, nous avons une activité déjà fragilisée, n'est-ce pas, par plusieurs contraintes, n'est-ce pas. Il ne faut pas qu'on en rajoute, n'est-ce pas. Je pense que depuis 2 ans, on y travaille. C'est dans ce sens, d'ailleurs, dans le cadre, n'est-ce pas, des mesures prises pour la relance de
l'activité touristique, on avait demandé au renforcement des moyens humains et logistiques de la police touristique. Face à la menace terroriste, des responsables hôteliers font recours à la sécurité privée, un secteur qui suscite la convoitise de beaucoup de promoteurs. Seulement, les professionnels dénoncent l'anarchie et le manque de formation des agents pour faire face aux attaques terroristes. Chérif Dia. Le constat est fait par les acteurs du secteur. La sécurité privée intéresse de plus en plus des promoteurs. Les nombreuses demandes d'agrément au ministère de l'Intérieur en sont la preuve dans ce contexte de menaces terroristes où les hôtels renforcent leurs dispositifs sécuritaires. Nous avons noté effectivement une forte demande, je crois même le ministère pour le confirmer, de l'Intérieur, disons demande d'agrément pour effectivement évoluer dans le milieu de la sécurité. Bon, effectivement, nous avons noté quand même que beaucoup entre guillemets d'étrangers, donc sous le couvert d'amis sénégalais, sont en train d'essayer effectivement de prospecter. Ça c'est vrai. Nous avons aussi des réceptacles hôteliers, je crois, qui ont renforcé leur système de sécurité. Et d'autres même sont en train à défaut même de contracter avec les sociétés de sécurité privées, sont en train de mettre en place leur propre système. Et dire que deux menaces pèsent sur les sociétés de gardiennage et de la garde rapprochée au Sénégal, l'anarchie et le manque de formation des agents. Il faut que les responsables des écoles insistent sur les formations parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un élément de sécurité qui fait une formation de 21 jours et aujourd'hui on lui dit que tu es une responsable de tel hôtel ou tel hôtel. Donc je crois que c'est pas bien. Parce qu'ici, beaucoup de gardes-corps sont là. Ils ne peuvent pas se protéger. Même avant de protéger quelqu'un, il faut être en mesure de te protéger toi-même. Les gens veulent juste de la présence. Et ça, c'est un problème. Parce que peut-être ça peut satisfaire à un certain niveau d'insécurité, par exemple pour traiter le simple banditisme. Mais au niveau de la menace sécuritaire, je crois qu'il faut aller un cran au-dessus. Et d'où se pose le véritable problème de la prise en charge de la formation de la sécurité privée qui fait malheureusement défaut au Sénégal. C'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de frustration interne qui peut nous valoir effectivement d'autres systèmes disons, d'autres formules de terrorisme. La menace terroriste doit donc être intégrée dans la formation de ces agents de sécurité privée prêts à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de collaborer dans le cadre effectivement de la mise en place de structures de formation. Faire en sorte que les agents de sécurité prennent conscience de cette nouvelle menace, effectivement, et puis qu'on oblige effectivement à officialiser la prise en charge de la formation en tenant compte de la menace terroriste telle qu'elle se découle, telle qu'elle se présente actuellement. Vraiment, je suis prêt à collaborer avec les forces de sécurité. Et aussi, il faut que les forces de sécurité appellent les gens. Parce que ici, le service de renseignement que nous avons ici, pour identifier les gardes-corps ou bien les gens qui ont fait une formation rapprochée et qui ont leur diplôme, c'est facile à identifier en moins de 24 heures. Donc il faut que si on appelle nos anciens, eux, ils peuvent nous aider sur beaucoup de choses. L'État du Sénégal veut rester ferme avec les responsables hôteliers, sommet de renforcer leurs dispositifs sécuritaires. Occasion pour les agents de sécurité privée d'exiger plus de considération de la part de leurs employeurs. Chérif Dia, la sécurité est renforcée dans certains centres commerciaux de Dakar. Dans ces structures, l'heure est également à la sensibilisation à El Malik et au centre commercial Sika Plateau. Les responsables demandent le soutien des forces de sécurité publique. Plus de détails avec Ibou Diouf et Younous Diatta. Renforcer la sécurité avec les moyens du bord, le centre commercial El Malik de Dakar a pris les devants pour gérer la menace que représente le terrorisme. Dans chaque centre commercial ici Côte d'Ivoire, il y a un agent de sécurité qui veille. Le jour, il y a un agent de sécurité. La nuit, il y a un agent de sécurité. Dans la vie, il faut toujours avoir un arrière-pensée dans la vie. Toujours regarder avec ses yeux ce que tu vois, ce qui te paraît un peu difficile. Tu le dis, ce qui n'est pas un peu facile, tu le laisses. Je peux dire que s'il y a les moyens qui te dépassent, il y a un agent de sécurité qui veille la sécurité. S'il y a un problème, on alerte. Ok. Voilà, demee wiccit su ma gisee yii ko bokkul demee laajte tur yoo foo jóge dama wax diw laa jóge fii laa jóge su nekkee noonu yaa ngi def ay caakaan yooyu nii yooyu
du ma la faale dama wax génnal si marché bi loolu chaque jour loolu laa taxaw bëgguma kat yi commerçant yi am jafe-jafe voilà. Au centre commercial Sicap Plateau aussi, la vigilance est de mise. Aucun détail n'est négligé pour identifier de probables suspects. Actuellement, c'est les terroristes qui perturbent le monde entier. J'augmente ma vigilance, quoi. Comme les gens qui rentrent ici avec leurs sachets. Si j'ai un peu de doute, je vais te surveiller, mais pas te bousculer, quoi. Mais je prête attention beaucoup sur toi. Effectivement. Depuis l'affaire du terrorisme, on a renforcé nos éléments, même on a fait des formations entre incendies, quoi, pour prévention incendie. Sensibiliser pas mal de commerçants. Si toutefois s'ils voient quelque chose de douteux, ils nous rencontrent. Le centre commercial El Malik ou celui de Sicap Plateau, les services en charge de la sécurité dans ces lieux s'activent pleinement. Ce que Dieu fait, le chef nous appelle en même temps, nous dit qu'il faut augmenter votre vigilance. Parce qu'actuellement, les terroristes visent les centres commerciaux et les hôtels. J'ai pris fonction, j'ai été au commissariat central à Rebus. Parce que nous, la société privée, nous avons des limites, quoi. Force ça la loi. Une fois qu'on a des pépins, on fait appel à la police. Le commerce se passe normalement dans ces centres commerciaux. La sécurité est assurée avec le personnel en place. Toutefois, ces agents demandent le soutien des forces de sécurité nationale car ils savent que leur champ d'action a bel et bien des limites. L'association des médiateurs de la République des pays membres de l'UEMOA s'implique dans la prévention du terrorisme. Le Sénégalais Maître Alioune Badara Cissé, qui vient d'être porté à la tête de l'association, invite les citoyens à respecter les consignes de sécurité données par les autorités. Il est au micro de Chérif Dia. L'association des médiateurs ne va pas attendre. Les médiateurs individuellement pris ne vont pas attendre. Vous-même, citoyens, vous n'allez pas attendre. Je pense que dans ce combat que nous devons mener pour faire reculer la terreur, eh bien, nul n'est épargné. Nous sommes tous interpellés et au premier chef de regarder autour de nous, de voir les habitudes et les fréquentations, tout ce qui est mouvement suspect reporté aux autorités, les précautions élémentaires doivent être prises et que surtout l'on ne rechigne pas devant les dispositions sécuritaires à se soumettre parce qu'il y va de la survie de chacun d'entre nous. Le Sénégal, grâce à Dieu, n'est pas encore atteint, mais nous ne pensons pas être à l'abri. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Niger, ils sont en Mauritanie, ils sont un peu partout. Je pense que l'instinct grégaire qui nous unit, qui devrait nous unir à nos autres frères de la sous-région, nous amène à nous poser cette question-là. Comment allons-nous pouvoir poursuivre nos attitudes pour que la paix puisse prévaloir ? Je vous le disais tantôt, manifestation contre l'homosexualité à la place de l'obélisque. La foule a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. 11 manifestants ont été arrêtés et conduits au commissariat de la Médina. L'ONG Jamra exige leur libération, comme la libération de ces personnes, comme l'ont été les 11 présumés homosexuels de Kaolack. Pape Faraning. 11 manifestants contre l'homosexualité ont été arrêtés à la police du 4e arrondissement de Médina. Ils ont été cueillis à la place de l'obélisque où ils voulaient organiser un sitting interdit, une manifestation à l'appel de l'ONG Jamra. Grande a été notre surprise de voir que certains agents se sont jetés sur eux avec des lacrymogènes. Ils les ont matés et ils les ont gardés ici. Ils sont en détention au niveau du commissariat de 4e arrondissement. Les policiers ont reçu des ordres pour nous disperser. Et c'était juste un sit-in pour justement interpeller les autres manifestants sur l'interdiction. Mais nous allons nous battre contre l'homosexualité au Sénégal, c'est sûr. Les manifestants, regroupés au sein de 17 associations et ONG, exigent la libération de ces jeunes, comme l'ont été les 11 présumés homosexuels de Kaolack. Je voudrais interpeller le chef de l'État pour lui demander humblement, lui qui a dit en Conseil des ministres le 11 avril 2013, il a dit, moi Macky Sall, tant que je serai là, on ne dépénalisera jamais l'homosexuel. Je voudrais lui demander alors, très sincèrement, de faire libérer ces 11
exactement comme ils l'ont été ces homosexuels-là à Kaolack. Les policiers nous ont battus et ils nous ont balancé des grenades lacrymogènes. Ils ont même arrêté 11 des manifestants. Nous réclamons leur libération immédiate. Le collectif qui lutte contre les homosexuels ne compte pas reculer sur ce combat. Récemment, j'ai été reçu par Sidi Moutane Baké lors de ma tournée à la tête de l'organisation islamique Jamra. Ce dernier, non seulement il nous a bien reçus, mais il nous a prêté oreille attentive et a sorti cette phrase mythique en disant « Imam, dans votre combat pour les bonnes mœurs et les très bonnes valeurs, je vous soutiendrai Tizahir Aktibatin. » Il faut rester debout et ferme, sinon il sera de plus en plus rare de voir un mariage homme et femme. Et jamais de la vie, un couple homosexuel ne va engendrer. Les policiers ont dispersé le reste des manifestants qui étaient à la place de l'obélisque. Certains ont été même arrêtés sur place et embarqués dans la voiture de police. Affaire I2AF, le Premier ministre exclut toute extradition de Pape Massata Diack. Ses propos sont analysés par Maître Hassan Diomandiaye. L'avocat souligne que la convention entre les gouvernements français et sénégalais interdit l'extradition d'un citoyen sénégalais en France et vice-versa. Il estime que la justice peut mettre en place une commission rogatoire si les faits dépassent la personne de Pape Massata Diack, Alassane et Diafaraba. C'est le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui clôt le débat. Diack fils, en l'occurrence, Pape Massata Diack ne sera pas extradé. L'extradition, justement, on en parle. L'avocat, Maître Hassan Diomandiaye, éclaire sur la notion. Et dans un premier temps, elle est indifférente à la nationalité de la personne poursuivie. C'est-à-dire que le Sénégal, la justice française peut poursuivre une personne qui n'est pas de nationalité sénégalaise et qui se trouve au Sénégal. Donc dans ce cas, le Sénégal n'a aucune difficulté pour extrader cette personne. Et il faut dire de façon claire que le droit coutumier international et les conventions internationales disent clairement qu'aucun pays n'extradera ses nationaux. Les principes internationaux sont clairs là-dessus. Et pour ce qui est de la relation entre le Sénégal et la France, la convention de coopération en matière judiciaire entre les deux gouvernements signée le 29 mars 1974 à Paris, en son article 60, a déjà réglé le problème. Qui dit clairement qu'aucun pays n'extradera son national vers l'autre pays. Donc le juge français ne peut pas transgresser ni les règles du droit international, ni la convention qui lie la France au Sénégal. Quelle sera alors la possibilité pour la justice française? Par contre, ce qui est prévu, c'est que la justice française peut transmettre les pièces du dossier au juge sénégalais, à la justice sénégalaise, et si, de par ces pièces, les faits reprochés à M. Pape Massata sont considérés comme une infraction en France, le juge sénégalais qui reçoit les dossiers, ces éléments est tenu, de par la convention signée entre la France et le Sénégal, d'engager des poursuites. Au-delà de la personne de Pape Massata Diack, les juges français peuvent penser à une commission rogatoire. Indépendamment des pièces qui peuvent être transmises au Sénégal afin d'ouverture d'une information, évidemment, le juge français peut, dans le cadre d'une commission rogatoire, demander au juge sénégalais que Massata Diack soit entendu pour son propre compte, mais ça, ce ne sera pas pour le juger institut personnel, puisqu'il sera jugé au Sénégal, mais c'est simplement pour alimenter son dossier qui dépasse la personne de Massata et qui pourrait concerner d'autres personnes et pour lesquelles la déclaration de Massata pourrait être importante. L'ancien conseiller en marketing de l'I2AF peut dormir tranquille sur ses lauriers. Même si la justice française a saisi notre pays, il ne sera jamais question de juger Pape Massata Diack en terre française. Révision constitutionnelle, la coalition Bokk Gis Gis se dit prudente face à cette annonce du chef de l'État. Pape Diop et ses camarades demandent au président Sall de prendre ses responsabilités, de respecter ses promesses électorales. Bokk Gis Gis exige également la libération immédiate et sans condition du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais Omar Sarr, compte rendu de leur réunion de comité directeur avec Dissa Préra. Une farce, un bluff, c'est ce que pense la convergence Bokk Gis Gis des révisions constitutionnelles annoncées. En comité directeur, Pape Diop et ses camarades fustigent la démarche de l'État pour annoncer ces réformes. Le débat qui se pose, c'est que l'avis du Conseil constitutionnel ne lie pas le président de la République. Ce dont il s'est agi, c'est un engagement d'un homme qu'il doit respecter. Quels sont ses moyens? C'est à lui de les trouver.
ce qui est aberrant, voire vraiment désolant pour notre pays, c'est qu'on prenne nos institutions les plus valeureuses et les traîner dans la boue, les utiliser pour manipuler l'opinion. Nous ne marchons pas dans ce bluff. Nous sommes un parti responsable et nous attendons d'être saisis officiellement ou de disposer du texte officiel pour pouvoir afficher une position claire. Autre point abordé lors de la rencontre, l'affaire Omar Sarr. La convergence Bokk Gis Gis dénonce ce qu'elle appelle une tentative de musellement de l'opposition. Le parti de Pape Diop se dit prêt à en découdre avec le pouvoir. Pour dire que plus jamais nous n'accepterons et nous condamnons cette manière de faire de ce pouvoir qui cherche à museler la presse, qui cherche à bâillonner l'opposition, nous disons qu'il en a assez fait, il est grand temps que les gens se mobilisent et se posent. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vouloir tuer l'opposition, comme il l'a si bien dit le président dans le Saloum. Ce que Bokk Gis Gis ne laissera pas faire. L'affaire Lamine Diack s'est aussi invitée à ce comité directeur. Bokk Gis Gis exige l'ouverture d'une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite au risque de ternir l'image du Sénégal. Parlons à présent du comportement des députés à l'Assemblée nationale. Propos déplacés, injures lors du passage du gouvernement ce jeudi à l'hémicycle. Les Sénégalais rencontrés s'en désolent et appellent à plus de responsabilités. Leurs propos sont recueillis par Alassane et Diafaraba. S'il y a des problèmes, il y a une façon beaucoup plus douce et beaucoup plus civilisée pour résoudre ce problème-là. Je pense que les hommes politiques sénégalais, disons les politiciens, comme on le dit, ne sont pas mus pour la plupart par la défense de l'intérêt général, mais plutôt des intérêts partisans et particuliers. Ce n'est pas bon pour notre pays. Je pense que quand on élise des députés, c'est pas pour les intérêts personnels, mais ils doivent être là-bas pour l'intérêt général des populations. Et j'avoue que depuis, moi je suis né en 67, mais jusque-là, les politiciens qui sont à l'Assemblée nationale, ils n'amènent pas de vrais débats. Quand on élit un député, ce n'est pas pour aller chercher le poste de groupe parlementaire, c'est pour régler le problème des Sénégalais. Parce que nous sommes ensemble. Ce n'est pas joli pour notre pays, c'est honteux. Les députés qui s'insultent à l'Assemblée, ce n'est pas joli à voir. Non-respect des accords signés, problématique du système de rémunération des agents de la fonction publique, redéploiement du personnel. Le Sud-Est se prononce. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal demande la création d'un vaste front pour pousser l'État à respecter ses engagements. Le syndicat était en conférence de presse ce matin. Écoutons les explications du secrétaire national, le docteur Amadou Diaouné. Il est au micro de Nous interpellons encore une fois le gouvernement, le président de la République, pour accélérer la cadence à ce niveau-là, pour vraiment que cette année, nous puissions avoir une année paisible. Le redéploiement nous interpelle dans la mesure où les enseignants sont redéployés dans des conditions à un moment qui ne sont vraiment pas favorables. Parce que tout le problème, c'est d'avoir attendu qu'on fasse plus d'un trimestre de cours pour procéder au redéploiement. On aurait pu le faire en fin octobre, en début novembre, certainement qu'il n'y aurait pas cette levée de bouclier. Si nous constatons aujourd'hui des retards dans la mise en œuvre de ces accords-là, qui pourraient amener les syndicats à engager la confrontation, nous pensons que dans cette perspective-là, il faudrait que les syndicats d'enseignants soient unis pour constituer donc un front, ce que nous avons appelé un front unitaire, pour créer un rapport de force qui leur soit favorable et qui permettrait certainement, à travers des stratégies d'action de lutte multiformes, pas seulement réduites à la grève, multiformes, pour quand même changer le rapport de force en leur faveur et vraiment abréger les luttes.
Un dernier délai aux mécaniciens qui occupent l'ancienne piste de Mermoz. Ils ont jusqu'au 30 janvier pour quitter les lieux. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur est catégorique. Cet espace est destiné à des projets rentables pour les populations de la commune. Barthélémy Diaz s'est également prononcé sur l'affaire qui l'oppose au régisseur publicitaire. Compte rendu avec Cheikh Tidiane John Younustiata. Je suis désolé de le dire. Nous ne sommes pas dans des dispositions de négocier avec les mécaniciens parce que le terrain doit être libéré. Le deadline, c'est le 30 janvier. Le propriétaire de ce terrain détient par devers lui une promesse de vente de 1,8 milliard pour construire une infrastructure d'utilité publique. Pour Barthélémy Diaz, maire de Mermoz-Sacré-Cœur, les mécaniciens vont bientôt quitter l'ancienne piste. La municipalité de Mermoz a décidé d'y ériger 3 édifices. Ce terrain fera donc l'objet de la construction de 2 à 3 immeubles. Et je rappelle que tous ces immeubles vont abriter au rez-de-chaussée des activités communales, comme une bibliothèque municipale, comme une crèche municipale, comme une maison de jeunes. Il est inadmissible que dans une ville qui se respecte, qu'un jeune, qu'un adulte ne puisse pas avoir accès au savoir parce qu'une bibliothèque municipale, ce n'est pas Internet. Le savoir se trouve dans les bibliothèques et non sur Internet. Prendre un enfant, le mettre sous le dos d'une domestique, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'aller dans un jardin d'enfants, vous comprendrez aisément que celui qui a fréquenté une crèche aura déjà une longueur d'avance sur cet enfant. Parce qu'étant en contact avec des enfants, reconnaissant les couleurs, les chiffres, les lettres, donc c'est un plus. Un autre dossier qui s'est invité au conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur, l'affaire qui oppose le maire Barthélémy Diaz à l'association professionnelle des régies publicitaires. Barthélémy Diaz dit avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'audience de ce 21 janvier. J'ai reconnu avoir détruit des supports de détournement de deniers publics. J'ai aussi reconnu devant le président du tribunal avoir détruit des supports d'enrichissement illicite. J'ai aussi indiqué que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le cadre de la légalité, je l'ai fait dans le cadre d'une loi qu'on appelle le Code général des collectivités locales. Maintenant, à la justice de dire le droit. Le dossier a été mis en délibéré pour le 17 mars. Pour l'année 2016, l'équipe municipale de Mermoz-Sacré-Cœur a arrêté son budget à 1,432 milliard. L'île de la localité dit qu'il va consacrer son deuxième mandat à des projets bénéfiques aux administrés. Pêche illicite au Sénégal, une perte estimée à plus de 11 milliards de dollars est enregistrée chaque année. Le docteur Fatou Diop, enseignante à la faculté des droits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a publié un livre qui traite de la question. Les conséquences sur le plan économique sont énormes, dit-elle. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane John. La perte est estimée entre 11 à 26 milliards de dollars chaque année. Donc pour vous montrer l'ampleur de cette pêche, n'est-ce pas, sur le plan économique. Et je dis que même ça, ce n'est pas suffisant, parce que ça, c'est les chiffres qu'on connaît. Mais on ne peut pas évaluer exactement les pertes, parce qu'on ne peut pas évaluer, n'est-ce pas, tous les stocks qui ont été pêchés de manière illicite. Il faut que notre code, notre législation nous permette également, en tant qu'État du pavillon, de pouvoir intervenir, ou en tout cas d'avoir la compétence sur nos navires quand ils pêchent dans la zone économique exclusive d'autres États, et pas seulement au niveau de... Concernant également les mesures du ressort de l'État du port, il y a un travail déjà important qui a été fait au niveau du code de la pêche maritime. Désormais, pour entrer dans un port sénégalais, il faut faire une déclaration et ensuite, avant de débarquer, il faut inspecter. Mais nous disons également que pour entrer dans le port, le code ne prévoit que la déclaration pour débarquer ou bien pour transborder. Nous disons qu'il faut aller peut-être au-delà et tout navire qui entre au port, quels que soient les motifs, soit pour débarquer, pour transborder, pour s'approvisionner, pour faire de la réparation navale. Nous estimons que tous ces navires-là doivent faire la déclaration et il doit être loisible à l'autorité, suivant les informations qu'elle a par rapport à ce navire, d'autoriser ou de refuser l'accès au port à ce navire. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. Pour Gilbert Diendéré, les choses se corsent davantage. Ce matin, Radio France Internationale a eu accès à certaines écoutes téléphoniques réalisées par les services de sécurité du Burkina Faso. D'après nos confrères, le général a reçu plusieurs témoignages de soutien, des encouragements et des conseils de la part de ses connaissances et amis en Afrique, mais aussi en France, 7 septembre dernier. Le Burkina, où un dépôt d'armes et de munitions de l'armée a été attaqué ce vendredi près de Ouagadougou. Une attaque menée par d'anciens membres du régiment de sécurité présidentielle
Cette unité, auteur du putsch raté en septembre dernier, aucune victime signalée. La grogne sociale prend de l'ampleur en Tunisie. Les manifestations parties de Kasserine dans le centre-ouest du pays ont gagné de nouvelles villes ces derniers jours. De Sidi Bouzid jusqu'à Tunis, dans la capitale, des casseurs ont saccagé des commerces, 16 personnes interpellées. Face à cette tension sociale qui fait tache d'huile, le Premier ministre tunisien en visite en Europe a décidé de rentrer en urgence. Un couvre-feu nocturne a été instauré sur l'intégralité du territoire. Au moins 19 personnes ont été tuées jeudi dans l'attaque d'un restaurant de Mogadiscio, en Somalie. Une attaque revendiquée par les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. Ils s'étaient emparés une semaine auparavant d'une base militaire kenyane du sud de la Somalie, causant de nombreuses pertes dans les rangs de la force africaine. L'attaque a été menée par 5 de leurs combattants, dont 4 ont été tués et le dernier capturé par les forces de sécurité qui ont donné l'assaut. Enfin, au moins 44 personnes ont péri vendredi dans 3 naufrages successifs en mer Égée, c'est au large des côtes grecques. Des migrants sont portés disparus dans ce naufrage selon la police portuaire. Dans ce premier naufrage, 20 corps dont 20 enfants ont été repêchés par les gardes-côtes grecs. Quelques 74 personnes ont pu être sauvées. Dans le deuxième naufrage, les corps de 6 enfants et d'une femme ont été repêchés. 48 personnes ont réussi à sortir saines et sauves. Dans la troisième embarcation qui a chaviré au large de l'îlot de Kalolimos, la police portuaire avait repêché en début de matinée 14 dépouilles, dont 2 enfants, 9 femmes et 3 hommes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images.